Bon allez, je reprends ma petite story, hop, avec vos réponses. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo aujourd'hui, je me suis dit ça serait pas mal de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit en lien avec le sport ou pas, en lien par rapport à la chaîne, au fait de tourner les vidéos, peu importe. Et je me suis dit, je vais organiser une FAQ, du coup j'ai fait une story sur Instagram hier. Encore une fois, si vous voulez participer à ces formats-là, allez me suivre sur Instagram, c'est là que vous aurez des exclus et que vous aurez la possibilité de participer à ces formats comme ça. Et donc j'ai fait une petite story pour vous expliquer que je ferai une FAQ et que vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Bien évidemment, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que vous avez été pas mal à en envoyer. Et premièrement, la vidéo serait beaucoup trop longue. Et deuxièmement, il y a sûrement des questions qui vont se répéter. Du coup, ça ne sert à rien que je réponde aux deux puisqu'au final, ce sera la même question. Je pense que vous avez saisi. De toute façon, vous savez ce que c'est une FAQ. J'ai pas besoin de le préciser, donc on y va. Première question de Johan ESCLR. Si je peux faire que des tuck pull-up, donc 13 en boule, c'est mieux les tractions australiennes pour le front lever? Alors, ça dépend ce que tu appelles tuck 13 en boule parce que si tu as vraiment les genoux collés à la poitrine, bah du coup quand tu vas tirer, la barre elle va taper contre tes genoux, elle va pas taper contre ton buste. Du coup en fait tu réduis ta marge de tirage plus de moitié. Du coup au final ton mouvement il est très peu efficace. Donc je pense que dans ce cas-là c'est mieux de faire des tractions australiennes, mais le mieux, parce que traction australienne c'est quand même un mouvement pas mal de débutants. Je pense que dans ce cas-là, le mieux, c'est de te mettre en position de front lever, mais avec un support sous les pieds, et de faire tes tractions comme ça. Donc il faut que tu aies les mains plus ou moins au niveau de ton centre de gravité, donc à peu près au niveau de ton buste, et que tu tires, du coup, verticalement. Ça te permet de faire un bon compromis entre le tuck, trop tuck, et du coup, tu n'arrives pas à toucher la barre jusqu'à l'endroit où il faudrait, et les tractions australiennes qui sont en mouvement quand même beaucoup de débutants. Ensuite, question de Eli SW, que faire si on stagne en planche? Plus de volume? Plus de fréquence? Alors je pense que ce qu'il faut quand tu stagnes en planche ou dans n'importe quel mouvement en street, c'est augmenter la fréquence. Pas forcément l'intensité, justement. Si tu as une faible fréquence mais une grande intensité, le mieux c'est de switcher, d'avoir une grande fréquence mais une plus faible intensité. En street, le but c'est répéter le mouvement le plus de fois possible tout au long de la semaine. C'est comme ça que ton cerveau il comprend et c'est comme ça que tu progresses. C'est parce qu'il faut qu'il comprenne le mouvement et faire quelque chose tous les jours, c'est le meilleur moyen de le comprendre. Parce que encore une fois, le cerveau il adore la répétition. Par contre, si tu fais 6 trainings par semaine mais où tu te butes à chaque training, bah du coup ton corps il va pas avoir le temps de récupérer entre chaque et tu vas juste mourir. Non, tu vas pas mourir mais tu vas pas être productif parce que du coup tu vas pas récupérer assez et tu risques de te blesser. Donc je pense le mieux c'est de privilégier la fréquence même si tu as une faible intensité. Une question de Lucas Scout 28. Quels étaient tes premiers objectifs? Très bonne question. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la routine planche que tu peux trouver juste ici, le mieux c'est d'avoir des petits objectifs au début parce que c'est des objectifs simples à avoir et du coup quand tu vas les avoir tu vas te dire ah ouais cool, je commence à arriver à faire des trucs, tu vois. Typiquement je sais que mon premier objectif c'était L-sit. L-sit c'est une figure de base, je veux dire si tu as un minimum de base musculaire, tu peux facilement obtenir L-sit en quelques jours. Et du coup j'ai obtenu mon L-sit. Une petite photo de moi il y a 3 ans qui obtenait mon L-sit et du coup j'étais content, je me suis dit putain c'est trop cool, je peux faire des trucs avec mon corps et tout et c'est stylé. Bon bien sûr maintenant L-sit je trouve ça banal mais en même temps c'est normal parce que j'ai évolué depuis. Ensuite je me suis dit bah tiens je vais travailler la semi-planche parce que je voulais avoir la planche et je savais que la semi-planche c'était un mouvement qui allait m'aider pour la planche. La semi-planche en fait c'est le fait de te reposer sur tes mains avec le corps à l'horizontale complètement gainé et d'avoir les bras pliés avec les coudes à peu près au niveau des hanches. Si tu reposes ton corps sur tes hanches, on appelle ça elbow lever. Elbow lever, c'est super simple, tu n'as presque pas besoin de force, c'est quasiment que de l'équilibre. C'est aussi un mouvement simple que tu peux avoir facilement. Mais moi, je parlais vraiment de la semi-planche où tu n'as pas les bras sous le corps, mais à côté du corps. Donc ça demande un peu plus de force déjà. Et quand j'ai obtenu ma semi-planche, je me suis dit, putain, c'est stylé, c'est classe comme mouvement quand même. Et ça m'a permis de travailler aussi un peu le mouvement de la planche. Et en parallèle que je travaillais sur des variations de planche, donc tuck, advanced tuck, straddle, etc. J'ai débloqué mon back lever, qui est une figure également simple que tu peux avoir sans trop de problèmes. Après, j'ai eu le muscle up. Enfin, tu vois, j'ai commencé vraiment par des mouvements simples pour monter petit à petit aux mouvements les plus compliqués. Après, j'ai eu ma planche. Une fois que j'ai eu ma planche, je me suis dit, bon, c'est bien beau d'avoir de la poussée, mais il faudrait que j'ai un petit peu de tirage aussi. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le front lever et ainsi de suite. Et du coup, ça fait une très bonne transition avec la question de Kylian SW qui me demande future figure. Alors, future figure, actuellement, j'aimerais énormément la one arm planche. C'est un mouvement que je travaille. Par contre, j'ai pas encore entièrement compris comment engager les muscles dans le mouvement, quel placement avoir, etc. Du coup, j'essaye des choses.
je teste et puis on verra au fur et à mesure. J'ai pas trop encore bien compris comment je pouvais l'agencer dans ma semaine. Je sais pas encore trop comment bien faire mes entraînements pour qu'ils soient productifs pour la one arm planche. Donc je fais des tests, je regarde par-ci par-là, mais voilà, prochaine figure, one arm planche. En parallèle de ça, il y a la two finger maltaise, mais ça c'est encore un truc stratosphérique et je la travaille, vous inquiétez pas. Je commence à avoir la two finger planche, enfin je l'ai passée quelques fois déjà, mais j'essaye de faire en sorte que maintenant elle tienne tout le temps, que j'arrive tout le temps à la lancer. Bon, première étape, ce serait de ne pas me niquer les doigts, parce que justement la semaine dernière, j'ai fait un essai sur ces doigts-là, et lui, il a un peu plié, du coup, je me suis fait un petit peu mal à ce doigt-là. Je peux pas encore trop m'appuyer dessus, mais ça va passer facilement. C'est genre une petite entorse, un petit truc un peu à la con. Mais voilà. Et puis du coup ça fera une belle première étape pour la two finger maltaise. Et puis pour l'instant c'est tout aussi. L'autre jour au Berge, j'ai essayé dragon planche push-up et je l'ai passée une fois, mais une fois. Et du coup, j'aimerais bien la travailler pour qu'elle passe à chaque fois. Et aussi, pourquoi pas, la presse, enfin, m'améliorer en dragon parce que c'est trop puissant comme mouvement. Question de Maceo. Comment tu gères les blessures dues au street? Genre poignet, coude, continue ce que tu fais, c'est super. Merci pour ta question, enfin pour la fin de ta question du coup. Et comment je gère les blessures dues au street? Bah alors ça, pour le coup, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas vraiment eu de blessures, en tout cas de grosses blessures au street. J'ai eu une petite douleur pendant un moment ici, au niveau de l'avant-bras. Donc tu sais vraiment, là il y a l'intérieur du coude. Moi j'avais eu mal un peu à l'extérieur ici. Et j'ai eu mal ici pendant un bon moment, depuis février jusqu'au milieu, fin de l'été. Et en fait je savais pas à quoi c'était dû. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé le froid, j'ai essayé le chaud, j'ai essayé les automassages, j'ai essayé de ralentir, de baisser mon intensité d'entraînement en street, j'ai essayé de pas trop m'appuyer dessus et tout. Il n'y a rien qui a marché. Jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, quand je fais des entraînements en street, je travaille que des figures. Je fais jamais de renforcement musculaire. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, je travaille trop les figures en street, que du coup, je stimule beaucoup mes articulations et tout, mais que je développe pas vraiment les muscles qui permettent en tout cas de fixer les articulations, d'être bien dans mes mouvements et de compenser, on va dire, ce que je pose sur les articulations. Tu vois, le fait de me reposer sur les articulations, à mon avis, c'est une des causes qui faisait en sorte que j'avais mal. Et du coup, une fois que j'ai incorporé une séance par semaine de renforcement musculaire, là, bizarrement, en 2-3 semaines, ma douleur, elle a commencé à fortement diminuer. Donc je pense que c'était ça la solution. Après ça dépend énormément de ta blessure. Je sais que moi ce que j'ai discuté du coup avec un mec qui s'y connaissait pas mal, ça ressemblait plus à une tendinopathie. Je sais que typiquement il y a certaines blessures pour lesquelles il faut travailler dessus, genre il faut faire tes séances en plus avec la blessure et que c'est comme ça qu'elles partent. Bon bien sûr faut pas y aller comme un bourrin, mais en gros voilà ça dépend beaucoup de toi, ça dépend beaucoup de la blessure et je suis pas le meilleur pour te renseigner là-dessus malheureusement. Une question de Nico Streetwork, tu as quel âge? Bah ceux qui m'ont connu avec la vidéo d'Amaury savent à peu près, mais en gros à l'époque où on a tourné la vidéo j'avais 16 ans et la vidéo a un peu plus d'un an maintenant. Pour répondre à ta question, j'ai 17 ans actuellement, 18 dans environ un mois. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ouah, mais t'as un niveau incroyable pour ton âge ». Peut-être, mais en même temps, il faut relativiser parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. La première, c'est que j'ai commencé du coup à 14 ans. Donc ça fait plus de 3 ans que je fais du street. En plus de 3 ans, avoir mon niveau, c'est pas déconnant. Il y a beaucoup de gens qui ont même un niveau équivalent au mien en ayant moins que plus de 3 ans de pratique. Il y a aussi ce que j'ai fait avant parce que j'ai toujours fait un petit peu de sport et j'ai fait pas mal de sports qui m'ont fait travailler la proprioception, donc le fait de maîtriser mon corps dans l'espace. Du coup ça a pu m'aider pour le street aussi. Et voilà, après quand j'ai commencé à 14 ans, j'avais déjà une petite base musculaire et du coup ça me permettait de mieux me focus sur le street. Et puis en plus j'ai un cerveau qui comprend rapidement les choses, du coup j'ai vite compris les mouvements en street, donc c'est pour ça, il y a plein de facteurs qui ont fait que j'en suis au niveau que j'ai aujourd'hui. Et encore, pour moi je suis pas à mon prime, je peux aller bien plus loin. Alors on a plusieurs questions de Stan to Perfect que je vais regrouper ensemble parce qu'en fait elles sont plus ou moins liées au même sujet. La première, tu fais quoi comme métier ou comme étude? Tu veux faire quoi dans l'avenir? Veux-tu devenir influenceur? Et est-ce que tu as la monétisation? Ça va me permettre de parler un petit peu des projets YouTube et en dehors. En gros, actuellement, je suis en études d'audiovisuel. Donc, d'où la caméra, les lumières, etc. Non, plus sérieusement, j'ai toujours kiffé prendre des photos, des vidéos, faire du montage, agencer tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que ça me permet d'expérimenter en vidéo et en photo. Et bref, voilà. Et du coup, après, j'aimerais bien taffer soit dans l'audiovisuel, soit dans l'informatique, donc en tant que développeur, codeur, etc. Parce que je kiffe faire ça aussi.
et c'est une de mes deux grandes passions. Après, le street et le sport, je préfère le garder en tant que passe-temps, passion, plutôt que de travailler dedans. Mais après, d'ailleurs, il y a un truc qui est bien, c'est que l'audiovisuel et l'informatique, ils peuvent se rejoindre sur certains points. Ils ne sont pas incompatibles. Donc ça, déjà, c'est une première bonne chose. Après, voilà, je dis ça, mais je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Ça se trouve, je serai dans ni l'un ni l'autre, je serai dans complètement autre chose, donc je ne sais pas encore exactement. À la question, veux-tu devenir influenceur? Je dirais qu'en fait, ça dépend ce que tu appelles influenceur. Si c'est quelqu'un qui a une image, qui est connu et qui est payé pour faire des partenariats, mettre en avant des marques, etc., ça m'intéresse pas, honnêtement. Pour moi, l'influence, c'est pas un but ultime. Il y a des personnes qui vont te dire « ouais, j'aimerais trop être connu », mais point, ça s'arrête là, tu vois. Et je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, ma vision des choses, c'est que si je suis connu, c'est que j'ai des gens, une communauté qui me supporte, que j'ai de la réputation pour faire valoir les choses et que du coup, ça me permet de pouvoir plus facilement lancer des projets ou faire connaître certaines choses dues au sport ou des choses comme ça, ou soutenir les choses que j'aime puisque je peux les faire connaître facilement. Typiquement le street, devenir une personne influente dans le street, c'est cool parce que ça me permet de pouvoir faire connaître le street à plein de monde et de potentiellement pouvoir donner des conseils aux gens, vous informer là-dessus, vous donner plein de connaissances et ouvrir ça au plus de monde possible. Et surtout, si après j'ai des projets en lien avec le sport, c'est d'ailleurs ce que je kifferais faire. C'est d'ailleurs pour ça que je nuance la question, parce qu'en soi, oui, j'aimerais bien avoir de l'influence, mais pas pour être payé pour faire des partenariats et mettre en avant des marques, mais pour pouvoir lancer des projets. Typiquement, je pense à l'exemple de ce moment, c'est Squeezie avec le GP Explorer. Il profite de sa notoriété, des moyens qu'il a pour faire des projets comme le GP Explorer que je trouve juste incroyable, tu vois. C'est le genre de truc, tu te dis waouh, c'est possible de faire ça en tant que juste vidéaste, youtubeur et tout qui a commencé dans sa chambre. Tu te dis mais c'est incroyable. Et c'est exactement ce que j'aimerais faire. Tu vois, typiquement dans le street, il y a tellement de possibilités. Tu peux organiser des grands championnats, tu peux organiser plein de trucs à propos de ça. Et c'est vraiment ce que je kifferais faire. C'est avoir une communauté qui me soutienne et avoir des moyens pour lancer des projets. Et est-ce que tu as la monétisation? Alors oui. J'ai unlock la monétisation il n'y a pas très longtemps. Après, le seul petit problème, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore 18 ans. Donc forcément, quand il faut que je vérifie mon compte, du coup j'ai pas 18 ans, donc je peux pas. Donc théoriquement, je suis pas censé avoir la monétisation. C'est pour ça que pour l'instant, elle est bloquée. Mais d'ici à peine plus d'un mois, je pourrais valider mon identité en mode c'est bon, j'ai plus de 18 ans, voilà. Et je pourrais débloquer les fonds. Sachez d'ailleurs, pour être totalement transparent avec vous, que tout l'argent que je vais récolter grâce à YouTube, je vais pas le mettre dans ma poche, je vais clairement le réinvestir pour des projets liés au street ou pour améliorer la qualité de mes vidéos. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi au fur et à mesure, c'est que dès que j'ai un petit peu d'argent, j'investis parce que ça investit et pour moi, parce que j'ai plus de matériel pour tester de nouvelles choses, et aussi pour vous parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité de vidéo. Notamment les deux dernières acquisitions que j'ai faites, c'est les deux petites lumières qui sont à droite et à ma gauche, qui sont les petits panneaux LED qui sont juste ici, et qui me permettent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais d'avoir déjà une lumière beaucoup plus qualitative dans l'image. Et voilà, bon, ça fait un gros blabla sur la question, mais au moins vous me connaissez un petit peu plus et connaissez un petit peu plus mes objectifs et mes attentes au niveau de YouTube, du street, etc. Enfin là du coup en l'occurrence c'était plus de YouTube et du niveau professionnel de ce que j'aimerais faire après et tout. Une question de Liléo, pourquoi as-tu choisi ce sport? Eh ben, c'est simple, c'est quand je suis sorti du confinement, j'ai connu le street, et je me suis dit, waouh, c'est trop stylé, j'ai envie de savoir faire ça. Du coup, j'ai commencé à l'apprendre et j'ai commencé à obtenir certaines figures. Et une fois que j'ai eu ma planche, je me suis dit, ouais, mais c'est trop stylé, en fait, tu peux faire plein de trucs. Et c'est vraiment cette polyvalence, le fait d'avoir acquis, entre guillemets, mes performances grâce à mon travail et tout. Je voyais vraiment les fruits de mon travail et je voyais ma progression. Et je voyais qu'en fait, les possibilités dans ce sport, elles étaient infinies et c'est exactement ce que j'ai kiffé là-dedans. Et en plus, quand j'ai participé à des rassemblements ou à des compétitions, j'ai vu l'ambiance qu'il y avait dans le street, l'entraide qu'il y avait, vraiment l'ambiance que c'était, je me suis dit mais c'est incroyable. Et du coup voilà, ça fait plus de 3 ans que je suis du coup dans le street et je compte pas m'arrêter tout de suite parce que c'est vraiment un sport que j'apprécie de tout mon cœur. Donc voilà, j'ai choisi ce sport pour son ambiance, pour la possibilité qu'il t'offre et en plus le fait que ça te fait de la force utile. T'es pas juste baraque, tu peux faire des choses avec ton corps et ça c'est encore plus classe. Une question de Alec VGLS, tes projets futurs street et perso. Alors projet street, il y en a un qui est en cours avec Anis et il y en a d'autres qui sont aussi en cours. Voilà, vous saurez quand ça viendra. Mais en tout cas le projet avec Anis, ça fait longtemps que je vous le tease sur les réseaux. Enfin sur Instagram plus particulièrement. Et à chaque fois on se dit ok là c'est bon ça va être prêt et à chaque fois on trouve soit un truc qui manque, soit un truc qui est mal fait qu'on pourrait améliorer. Du coup à chaque fois ça repousse mais là je pense pour une fois finalement
qu'on devrait être pas très loin de pouvoir vous l'annoncer. Et projet perso, typiquement il y a YouTube, il y a aussi d'autres projets qui mêlent un petit peu l'audiovisuel et le street, comme par exemple des petits courts-métrages liés au street, parce que c'est du coup quelque chose que je kiffe faire, prendre des photos de la vidéo. Et en plus, je peux faire une histoire autour du street, ça peut être super sympa, j'ai déjà noté quelques idées. Donc vous risquez peut-être de voir sortir ça un jour. Et puis voilà, c'est plus ou moins les projets dont je peux vous parler pour le moment. Question de OG13, montre ton SAT STP. Et ça va être compliqué, je n'ai pas SAT. Une question de Vanstein29, tu penses qu'on peut allier apprentissage de la planche et apprentissage du front? Tu peux allier les deux, après je pense que si tu es dans la phase où tu apprends le mouvement, c'est mieux de te focus sur un seul mouvement à la fois. Typiquement la planche ou le front, peu importe, un des deux, parce que c'est beaucoup plus productif de travailler un seul mouvement à la fois. Après, bien évidemment, quand tu commences à avoir un bon palmarès de figures, là c'est différent parce qu'il faut que tu travailles ces figures-là pour pouvoir les garder et pas les perdre, et en même temps que tu travailles d'autres nouvelles figures pour les rajouter après dedans. Donc ça devient un peu plus technique, mais en tout cas si tu es débutant, je pense le mieux c'est vraiment de faire une figure à la fois. Question de William SW. Tu penses que c'est dangereux de tryhard les figures de force en street à 14 ans? Merci, t'es le boss. Merci à toi. Et je pense que honnêtement, il n'y a pas de danger si tu fais correctement les choses. Attention, je nuance. C'est comme les gens qui te disent, mes parents les premiers, la muscu quand t'es ado, c'est pas bon parce que ça ralentit la croissance. Il n'y a pas d'études qui prouvent que la musculation ralentit la croissance. Enfin vraiment, c'est sans danger. Le seul risque que tu peux avoir, c'est de te blesser. Parce que si tu fais mal les choses et que tu te blesses, là, ça peut t'entraîner des complications. Mais si tu fais ça correctement, à la limite que tu as un petit coach ou quoi, il n'y a pas de problème. Regarde, j'ai commencé le street à 14 ans, j'ai pas eu de problème. Parce que j'ai aussi fait attention à moi. J'y suis pas allé comme un gros bourrin à faire tout et n'importe quoi. J'ai quand même fait attention à ce que je faisais. Je me suis pas surentraîné, j'ai quand même pris le repos au sérieux, etc. Je dormais bien pour récupérer et tout. Je m'échauffais bien et je faisais pas des figures n'importe comment. Et j'ai pas commencé à travailler les figures, genre je sais pas commencer la planche direct en faisant des planches, enfin je suis passé vraiment par les variations, j'ai pas brûlé les étapes. Et je pense que si tu fais comme ça, y a pas de réel danger en fait. Mais juste fais attention à ce que tu fais. Le mieux c'est de te filmer, pas pour être narcissique, mais pour voir que tu as une bonne exécution et que tu n'as pas un engagement dangereux des articulations. Mais je pense que non, il n'y a vraiment aucun danger. Prochaine question. Mathieu BDX qui me demande quel est ton rythme d'entraînement par semaine? Sachant que là je reviens d'une grosse pause, j'avais fait une grosse pause dans mes entraînements, mais là j'essaie de reprendre comme avant. En gros, j'essaie de tourner à 6 entraînements par semaine, parfois 7. En fait, quand je dis 6, c'est un jour de repos, mais un jour de repos, c'est pas je m'entraîne pas, c'est je m'entraîne peu, mais je fais pas rien. Je fais à la limite quelques essais de figure, je fais des choses qui demandent moins de force et tout, mais je m'entraîne quand même. Donc en gros voilà, 6 entraînements par semaine. Après je fais pas des entraînements où je me bute à chaque fois. Encore une fois, moi je privilégie la fréquence à l'intensité. Et après, oui c'est ça, je fais 6 entraînements, mais je me surentraîne pas. C'est comme ça que je tiens d'ailleurs. Et c'est aussi comme ça que je ne me blesse pas. C'est parce que je m'entraîne, mais pas jusqu'à l'échec musculaire à chaque fois, des choses comme ça, tu vois. Je fais des entraînements à genre 70-75% de ma puissance totale. Comme ça me permet de bien récupérer entre chaque séance et de pouvoir continuer. Question de Simon SW17, ça fait combien de temps que tu fais du street workout? Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 3 ans. J'ai commencé à la fin du premier confinement, donc en gros début de l'été, tout début de l'été 2020. Du coup, ça fait 3 ans, même presque 3 ans et demi d'ailleurs. C'est 3 ans et demi de pratique non-stop, on va dire. Sauf la pause que j'ai fait, mais la pause elle a fait 2-3 semaines. Honnêtement, voilà. Ça fait plus ou moins presque 3 ans et demi que je fais du street sans pause, je suis en train de me rendre compte. Donc globalement, ça fait presque 3 ans et demi que je m'entraîne quasi tous les jours. Une question de ALB Louis. Je galère à faire des planches au sol alors que sur barre je suis pas dégueu, je perds l'équilibre. Alors ça c'est normal. Honnêtement, quand tu travailles sur para et que tu passes au sol après, c'est un enfer. C'est super compliqué. T'as l'impression de repartir de zéro. Mais honnêtement, je vais te le dire direct, c'est normal. C'est clairement normal. J'ai fait la même chose, tout le monde fait la même chose. Sauf si tu commences à apprendre directement au sol. La transition para-sol, c'est un niveau mais encore plus au-dessus. C'est normal parce que les équilibres sont totalement différents. Donc il faut que tu te réhabitues. En fait, ça te demande déjà une bonne compréhension du mouvement avant de pouvoir t'habituer sur d'autres grips et notamment au sol. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Mais si tu le travailles, ça va venir au fur et à mesure. Question de Angèle Le Basnier, la grande hyperlaxité est un problème pour faire du street workout? Je pense que non, clairement pas. Déjà, quand tu pars du principe que l'Ivan est hyperlaxe, je pense que ça répond à la question. Donc non, l'hyperlaxité c'est absolument pas un problème.
faut juste que tu fasses gaffe à tes mouvements. Je veux dire, il faut pas que tu te reposes trop sur tes articulations, il faut quand même que tu engages bien tes muscles pour les mettre en sûreté. Tes articulations, je parle. Et comme ça, tu es sûr de pas faire de la merde et de pas trop t'appuyer sur tes coudes ou tes épaules ou tes poignets. Mais globalement, triperlax en street, ça change rien. Vraiment. Question de Gwen Ailes. T'as une meuf ou t'es plus du genre loup solitaire? La question qui tue forcément. Eh ben écoute, non, pour l'instant, je suis plus loup solitaire. Et franchement, parce que je suis déjà content de réussir à gérer les cours, le travail des cours, le street, YouTube, les projets perso, le sommeil et la famille. Ça fait déjà un emploi du temps bien chargé. Je suis content de réussir à tout gérer en tout cas. Du moins j'ai trouvé un équilibre, donc ça c'est cool. Tu te doutes bien que le temps restant que je peux consacrer à une meuf, il est quand même assez faible. Donc honnêtement, pour l'instant, je cherche pas ça en tout cas. Après, si ça me tombe dessus, ben écoute, ça me tombera dessus. Mais pour l'instant, ouais, je suis plus en mode loup solitaire, tryhard sur les projets et tout. Après, je t'avoue que si je trouve une meuf qui a les mêmes ambitions que moi, pour le coup, là c'est tout bénef. Parce que je sais que avoir une personne proche de toi, qui est souvent avec toi et qui peut te donner de la force, te booster vers le haut parce que justement elle a les mêmes ambitions et que du coup tu te pousses mutuellement vers le haut, ça pour moi c'est un truc de ouf, tu vois. Genre tu te pousses mutuellement vers le haut, c'est trop bien. Donne-moi tes paras Reebok. Non. Elles sont à moi, elles sont très bien là où elles sont, elles vont rester là où elles sont. Personne touche à mes paras Reebok. Question de Larascas SW, qu'est-ce que tu prends avant de t'entraîner pour bien kiffer? Honnêtement, rien. À part les gros drops de son vénère, je prends absolument rien. Question de Jérôme SCT22. Quels étirements tu conseilles pour l'ouverture d'épaule? Merci et merci pour l'inspiration et la motivation. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Si je peux inspirer, mon but est rempli. Voilà, c'est clair. Et pour l'ouverture d'épaule, je pense que l'exercice classique, c'est, tu sais, tu prends un truc entre tes mains, tu tiens quelque chose et tu ouvres tes épaules et tu refais un. Et ça, je pense que c'est l'exercice classique, mais c'est vraiment un exo qui travaille bien. Perso, je le fais à l'élastique quand je le fais, mais le mieux, c'est si tu as un manche à balai ou un bâton que tu peux prendre, parce qu'à l'élastique, tu vois, tu peux écarter. Là, comme ça, ton écartement, il reste fixe et tu travailles vraiment bien l'exo. Je pense que c'est l'exercice de base pour l'ouverture d'épaule. Question de Romain Schroeder. Des conseils pour la récupération nerveuse et musculaire, merci pour ton contenu. Bah écoute, avec grand plaisir, merci à toi. Pour la récupération musculaire et nerveuse, la première chose, c'est dors bien, ne néglige pas ton sommeil, c'est la chose la plus importante pour récupérer. Bois bien, le fait de bien boire, ça peut de une, essayer de réduire tes courbatures et de deux, ça te permet d'augmenter tes performances. Bon, ça te permet aussi de ne pas te déshydrater. Donc voilà, et troisième, je sais que moi il y a un truc que je kiffe faire, c'est de prendre des douches froides le soir. Je sais, c'est un peu un supplice, mais une fois que tu t'y fais, franchement, c'est juste trop bien. Je te jure, en fait, il y a plein de bienfaits. Le premier, c'est ça ralentit ton métabolisme et du coup, tu es plus apte à aller dormir. Et aller dormir en ayant pris une douche froide, je te jure, c'est trop bien. Tu te sens frais, tu te sens propre et tu es déjà assez endormi. Enfin, ça t'endort un petit peu et après, tu dors direct. En plus, c'est trop bien quand l'été, il fait 35 degrés pour dormir. C'est top parce que ça te refroidit. Et en plus, il y a plein d'autres avantages comme par exemple, ça favorise la perte de poids, comme ça accélère ton métabolisme, ça accélère ta circulation du sang et tout. Et en plus, ça te relaxe, ça te détend et ça peut aussi limiter tes courbatures encore une fois. Une question de No Gravity Guy. Combien de secondes à avoir en advanced tuck avant de passer à la straddle ou la full planche? Alors ça, c'est totalement subjectif. En fait, ça dépend vachement de toi, de ton ressenti. Si je dois dire un temps, je dirais 5-6 secondes de bonne forme, donc c'est-à-dire en restant bien droit et en bonne forme sans descendre au fur et à mesure. Vraiment 5-6 secondes de bonne forme, à mon avis, tu peux largement passer à la variation d'au-dessus. Après, tu regardes, si tu passes à la variation d'au-dessus, mais que tu n'arrives même pas à la tenir une seconde et qu'en fait tu fais que tomber et que tu n'arrives même pas à ralentir un petit peu le mouvement avant de tomber, ça sert à rien. Repasse sur la variation d'avant et tu reviendras taffer dessus après. Question de Stain LZ. Faire son sport avant de dormir, c'est pas bon? Non. C'est pas bon du tout. En fait, si tu fais ton sport avant de dormir, quand tu fais du sport, tu sais, tu accélères ton rythme cardiaque. En fait, en gros, tu réveilles ton corps. En gros, c'est ça. Tu réveilles ton corps et tu boostes ton corps. Du coup, si tu vas dormir juste après, ton corps, il est encore chaud, il est encore plein d'énergie, il est encore réveillé. Si tu lui laisses pas le temps de se calmer avant d'aller dormir, du coup, tu vas avoir du mal à dormir et en plus, tu risques de pas avoir un bon sommeil. Après, je sais que ça peut être compliqué à agencer et je sais que personnellement, ce que je fais, c'est que je finis les cours à peu près à 18h. À 18h30, je suis chez moi. Je fais ma séance directe, du coup, jusqu'à 19h30, 20h, ça dépend des séances. Après, je mange. Oui, parce qu'encore une fois, c'est mieux de manger après ta séance. Parce que si tu manges juste avant ta séance, du coup, tu auras encore de la nourriture dans le bide et pareil, c'est pas top du tout. Du coup, je mange, après je taffe un petit peu et quand je commence à ressentir la fatigue et tout, en général c'est tout le temps vers la même heure, petite douche froide et au dodo.
Comme ça, du coup, mon corps a eu le temps de se fatiguer, il commence un petit peu, enfin je commence vraiment à ressentir la fatigue et là je vais dormir. Du coup voilà, c'est le petit tips pour savoir comment j'agence plus ou moins mes trainings dans la semaine, enfin dans la journée en tout cas. Et puis voilà, mais avant de dormir, c'est vraiment la pire chose. Et là, alors là, le summum de la pire chose, si tu manges, juste après tu fais ta séance et juste après tu vas dormir, alors là c'est le pire. Ensuite, une question de Arnaud CLSS. Est-ce que tu proposes ou proposeras des coachings? Pour l'instant, j'en propose pas. Encore une fois, par rapport au temps que j'ai à y consacrer, ça vaut pas la peine. Je préfère ne pas en faire plutôt que en faire, mais pouvoir prendre une ou deux personnes et avoir un ou deux créneaux dans la semaine ou qui sont pas très longs où j'aurai pas suffisamment de temps disponible. Voilà, je préfère, si jamais un jour je propose des coachings, c'est que j'ai vraiment le temps de mettre ça en place et que j'ai du temps à y consacrer. Là, avec les projets et tout, ça sera juste du mauvais coaching, donc je préfère ne pas en proposer. Voilà. Et pour l'instant, du coup, c'est pas en projet. J'ai d'autres projets autres que le coaching, mais je vous tiens au courant. Peut-être qu'un jour ça se fera, je vous dis ça. Une question de Oli Kikou. Est-ce qu'il vaut mieux se lester ou juste spammer un mouvement pour avoir plus d'explosivité? Honnêtement, il faut juste se lester. En fait, si tu travailles en nombre de répétitions, tu vas travailler en endurance. Et toi, tu veux pas travailler en endurance, tu veux travailler en explosivité. Et du coup, l'explosivité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de faire l'exercice de manière explosive. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas vite dans le mouvement parce que tu as plus que la force nécessaire pour le faire. Et comment avoir plus que la force nécessaire pour faire un exercice? C'est de le faire en lesté. Je te dirais en vrai le mieux pour savoir si tu es bien lesté, c'est il faut que tu arrives à faire genre 4-5 répétitions maximum du mouvement. Genre il faut pas que tu arrives à en faire vraiment plus. Rester dans cette tranche là pour travailler en explosivité, je pense que c'est le mieux. De toute façon, tu t'en rends vite compte. Si tu arrives à faire 60 pompes d'affilée, que tu fais 60 pompes d'affilée, tu vas juste réussir à en faire de plus en plus, mais tu vas pas réussir à les faire de plus en plus explosives et fortes. Alors que à l'inverse, si tu te lestes, puis tu te mets genre 20 kg, bah là tu vas galérer à faire tes pompes, tu vas en faire beaucoup moins. Par contre, dès que tu vas enlever le lest, tu vas avoir l'impression de voler. Genre tu vas avoir l'impression que tu peux pousser jusqu'à la lune. Et bah c'est ça, le fait de travailler en lesté, ça te travaille ton explosivité. Et tu le ressens même au sein d'une seule et même séance. Quand tu mets du poids et qu'après tu l'enlèves, tu te sens tellement léger, tu as l'impression de faire le mouvement super facilement. Et bah c'est ça. Par exemple pour les tractions, tirer vite, fort et loin. Bah en gros voilà. Et enfin, on va prendre la question de Ben Stoffer qui me demande « Est-ce que tu conseilles d'utiliser des protège-poignets ou des coudières ?» Je te dirais que tu peux en utiliser, mais le mieux, c'est de ne pas trop dépendre dessus. Pourquoi? Parce que premièrement, le jour où tu les as pas, bah, du coup, tu es obligé de faire sans. Et deuxièmement, parce que ça n'habitue pas ton corps à se renforcer. Typiquement, au début, quand j'avais mal au poignet, j'utilisais ça, des bracelets de force pour le poignet. Et en fait, ça soulageait un petit peu. Bon, le seul gros inconvénient, c'est que dès que tu fais du sol ou du handstand, bah, du coup, ça te limite ton angle de poignet. Et deuxièmement, en fait, c'est que tu renforces pas vraiment ton poignet. Juste, tu compenses la faiblesse de ton poignet. Le mieux, c'est de travailler sans, comme ça, tu renforces ton poignet. Et comme ça, tu n'en as pas besoin. Pour les coudières, c'est pareil. Je sais que quand j'avais mal au coude, comme je l'ai dit tout à l'heure, je mettais des coudières et en fait, ça me soulageait un peu sur le moment, mais sur le long terme, ça n'atténuait pas du tout ma douleur. Du coup, si tu as un petit peu mal sur le cou et que tu veux limiter un petit peu ça, tu peux en utiliser. Après, le mieux, c'est vraiment de guérir si tu as mal et aussi t'habituer à travailler sans la coudière parce que c'est comme ça que tu renforces vraiment tes articulations, tes muscles. Après, voilà, c'est à ta préférence, c'est à toi de voir. Si tu préfères vraiment les utiliser, utilise-les, mais moi, je te conseillerais d'apprendre à savoir faire sans. En tout cas voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc si vous voulez que je fasse un épisode 2 parce que cet épisode vous a plu, dites-moi ça dans les commentaires et peut-être que je pourrais faire ça. En tout cas, je sais qu'il y a un concept que j'ai trop envie de faire, c'est des entraînements en stream, enfin en live, en direct. Le seul truc c'est que pour l'instant j'ai pas un débit suffisant. Pour l'instant je suis en partage de co sur mon téléphone. J'ai même pas internet, j'ai pas encore la fibre, je suis pas éligible à la fibre. Bienvenue dans un appart étudiant. Ouais, je suis pas encore éligible à la fibre, du coup voilà, j'aimerais énormément. Faire un stream au téléphone, ça va être super compliqué. Et je préfère faire un truc quali sur YouTube ou sur Twitch qu'un petit live sur Instagram. Et comme ça me permettra de pouvoir échanger avec vous. Vous pourrez voir déjà comment je fais mes entraînements. Ça vous fait un peu les backstage. Et en plus, vous pouvez me poser des questions en direct via le chat. Donc c'est tout bénef et j'aimerais trop pouvoir faire ça. Je vous tiens au courant. Peut-être que d'ici à ce que j'aurai gagné un petit peu d'abonnés, j'aurai une fibre. Je sais pas, je verrai, je vous tiens au courant. En tout cas, pour manifester ton soutien, tu peux laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Écris-moi en commentaire qu'il soit positif ou négatif. Du moment qu'il est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Suis-moi sur Instagram pour être au courant des dernières actualités, suivre les projets et pouvoir participer aux formats qui vont arriver comme celui-ci. Abonne-toi pour continuer de progresser avec moi. Et sur ce, moi je te dis c'était Milo, à la prochaine, ciao.